Bonjour, je m'appelle Benjamin Navet et je suis supporter du Paris Saint-Germain. J'ai raconté mon histoire avec le PSG dans 2 livres que j'ai intitulés logiquement « Je suis supporter du Paris Saint-Germain ». Aujourd'hui, je donne la parole à ceux qui partagent la même passion que moi. Bonjour Anthony Vivien. Salut Benjamin, ravi de t'accueillir. Merci Anthony. Peux-tu déjà te présenter en quelques mots ? On va faire simple. Prénom Anthony, nom de famille Vivien. 45 ans, né à Dreux, dans l'Eure-et-Loir. Supporter du Paris Saint-Germain depuis sa tendre enfance, même si j'ai été amené à encourager d'autres clubs auparavant. Voilà, accessoirement président de l'association des Titis du PSG. Alors Anthony, oui, ça rime avec Titi, ça, on va y revenir. D'abord, d'où vient ton attrait pour le football ? Tu as joué un bon niveau, je crois, à Dreux, et puis après... Alors, on raconte-nous. peut pas dire que je tiens ça de ma famille ou de mon papa, puisque mes proches ont toujours baigné dans le cyclisme. Côté maman, il n'était pas du tout sportif, mais côté papa, ouais, c'était le cyclisme. Mon grand-père qui était président d'un club de cyclisme, que j'ai accompagné de nombreuses fois sur les courses de vélo. Il m'a donné un attrait particulier pour tout ce qui est statistique, classement, toutes ces choses-là. Donc très petit, je tenais mes carnets de notes, suivi du Tour de France. Je collais des noms sous les petits cyclistes que j'avais. Donc il y avait déjà ce côté, un attrait pour les chiffres, les classements, les stats. Lire les journaux pour aller chercher les classements des étapes du jour, de la veille. Donc c'est grâce à mon grand-père que j'ai été amené à m'intéresser au côté journalistique vis-à-vis du sport, à petite échelle au début, départemental, puis après aux grandes courses. Mon papa faisait un peu de cyclisme, mais je ne l'ai pas connu en tant que sportif. La seule course à laquelle j'ai assisté, il avait abandonné, il était très malade, donc j'ai des vagues images. Très vite, comme tout enfant, j'ai été amené à taper dans le ballon dès mon plus jeune âge. J'ai intégré le club de mon village qui était à côté de Dreux, avec certaines facultés très rapidement. Un ennui qui s'est déclaré parce que j'étais accompagné de coéquipiers un peu moins adroits, on va dire. Donc j'ai rejoint très très rapidement le club de Dreux, où les équipes étaient toutes en régional, avec une visibilité un peu plus grande. Et puis voilà, donc un niveau qui me correspondait mieux. C'est là où je me suis intéressé de manière un peu plus forte à ce qu'était le football. Mais en parallèle de ça, ma passion s'est développée avec les premiers matchs à la télévision. Je sais que le tout premier que j'ai vu et dont je me souviens et qui était repassé le lendemain, c'est France-Brésil en 86. Donc ouais, j'avais 7 piges. Et je me vois le revoir le lendemain, parce qu'il avait dû passer dans la nuit avec le décalage horaire, c'était au Mexique. Mais ce match-là, il m'a fait basculer dans une autre galaxie. Donc j'avais pas encore connaissance sur le fait que PSG avait été champion de France en 86. Je n'avais pas encore connaissance de l'existence du Paris Saint-Germain. Mais je sais que mon premier album Panini date de 86, les échanges dans la cour. Je m'en revois très bien, je l'ai encore avec moi. D'ailleurs, il faudrait que je le finisse. Mais j'avais eu la vignette de Maradona quand même, et de Platini. Et donc ce France-Brésil, il m'a marqué parce que je sais que le lendemain, il est rediffusé sur une chaîne pour ceux qui n'avaient pas pu le voir dans la nuit. Et là, ça a confirmé l'amour que j'avais pour ce sport. Soleil, les belles pelouses, le scénario, en plus qui se finit au tir au but, Zico, Fernandez qui marque à la fin son penalty, Platini qui le loupe, je crois, ou je sais plus, qui tire dans les tribunes, un truc comme ça. Les meilleurs rap tout le temps. Ouais. Et cette collection de Panini en parallèle, donc il y a un truc qui émerge. Et donc je commence à m'intéresser. Et je sais que le premier club que j'encourage, ce sont les Girondins de Bordeaux. D'accord. Donc ne m'en voulez pas, tous ceux qui m'écouteront. Depuis Dreux. Ouais. Et là, j'ai un flash pour un joueur, c'est Philippe Farjon, qui avait du Ginola en lui. On va en parler après. Mais qui était un attaquant grand, cheveux longs, beau à regarder. Et puis j'aimais beaucoup Jean-Marc Ferreri aussi. Donc ça, ce sont mes premières années avec Bordeaux. Et ensuite, je commence à regarder mes premiers matchs à la télévision. Il n'y avait qu'une chaîne à l'époque. Souvent, c'était Téléfoot, je crois, qui existait déjà. Donc on était tous sur le rendez-vous du dimanche matin. Il y avait très peu de chaînes qui retransmettaient à l'époque. J'étais pas encore en âge de me déplacer. On n'avait pas de club professionnel dans ma région. Donc tout se faisait soit par la télévision ou les quelques coupures de journaux qu'on pouvait avoir dans notre quotidien qui était l'Écho républicain. Et je me souviens des premiers matchs européens, notamment de Marseille,
où là, il y a un joueur qui débarque en France, dont je tombe clairement amoureux, et je suis persuadé que 90% des supporters du PSG de ma génération diront la même chose. Ce fameux Chris Waddle qui débarque, et là, c'est un amour inconsidérable pour ce joueur. Je suis pas supporter de l'OM, je me vois pas en train d'encourager cette équipe, parce que je commence à être dans un âge où je me dis, mais c'est vachement loin, quoi. Je me cherche un peu. Mais par contre, j'adore ces magiciens du football. Et là, je tombe vraiment sous le charme parce qu'ils vendent du rêve, du plaisir. On voit qu'il est heureux avec un ballon sur le terrain. Puis il y a une communion avec ses supporters qu'on ne voit plus trop aujourd'hui avec les joueurs actuels. Et en plus, il est performant. Donc je me souviens de ces matchs que je vois à la télé, que j'écoute à la radio. Et c'est vrai il est talentueux. En parallèle, moi, j'affronte le PSG dans mes propres matchs. Je fais des tournois. Et je sais qu'à la fin des années 80, je rencontre le PSG dans un tournoi sur Chartres. Et là, il y a le PSG qui débarque. Je les vois tous avec leurs petits maillots RTL, les maillots Borelli à l'époque. Et ils débarquent. Et je dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ils sont tous habillés pareil. Les sacs. Je dis, mais c'est quoi? C'est des extraterrestres. Et au coup d'envoi du match, donc on est tous alignés, ils nous donnent tous une carte postale, chaque joueur. Je dis, qu'est-ce que c'est que ça? Et moi, on me donne une première carte, et le joueur, c'était Omar Sène. D'accord. Un attaquant sénégalais. Ouais, attaquant sénégalais. Je dis, moi, j'ai rien à leur donner, j'étais mal à l'aise, tout ça. Et on sent que c'est pas grave, on sent qu'ils ont l'habitude de faire ça, mais... donc je commence à m'intéresser à ce club. Je dis, mais ils viennent d'où, ça? Et ça tombe en plus dans la période où le PSG commence à mettre des choses en place sur le plan marketing, à essayer de gagner des supporters en dehors de l'Île-de-France, avec des affiches qui commencent à émerger dans Paris, mais qui commencent à arriver dans les premiers magazines de football, les premiers journaux. Donc, il y a ça, il y a le fait de rencontrer le PSG, d'avoir cette première carte. Je les re-rencontre une autre fois sur un autre tournoi, parce que Paris commençait à sortir de l'Île-de-France, venir faire des tournois en province. Et là, il y a des premiers chants, c'était Allez, Paris Saint-Germain, allez. Et je me revois, j'entends tous les clubs et les enfants de tous les autres clubs chanter. Je l'ai là, hein. C'était un tournoi vers l'heure ou je sais plus quoi. Et j'ai encore ce chant dans la tête, tu vois. Et là, il y a un truc. Je me dis, mais ils viennent d'où? Ils ont l'air de pas être loin, ça fait déjà une fois, 2 fois, 3 fois qu'ils viennent. C'est où? C'est quoi? Et il se passe aussi que moi, j'ai la famille de ma maman qui sont dans le 78, dont ma grand-mère, paix en son âme, qui habitait sur Gambé. On y allait chaque week-end et je commence toujours avec cette passion pour les chiffres, le journalisme que mon grand-père paternel m'a transmis. Je commence à lire les Parisiens, donc fin 80, début 90. Là, je commence à voir les articles sur le PSG, tout ça, jusqu'au jour où je tombe sur des articles sur Ginola. Puis là, il y a un coup de foudre. Il y a un coup de foudre. C'est qui ce mec? Il joue à mon poste. Ou je joue aussi un plutôt, on va dire. Vous jouez au même poste. Et il débarque. Et puis là en fait, il y a une spirale parce que il y a Canal+ qui arrive, et puis là, j'ai été pris dedans, en fait. Tous ces petits gamins, ça a marché, quoi. Je veux dire, le market PSG à cette époque-là, je commence à acheter mon premier maillot, Commodore, Tourtel, tout ça, à m'intéresser vraiment. Et en plus, je suis seul sur Dreux, parce que Dreux, à cette époque-là, je ne vais pas le cacher, mais forte connotation immigration, c'est beaucoup de familles qui débarquent du sud de la France, qui cherchent à s'implanter sur la région parisienne, mais qui ont des difficultés financières pour habiter à Paris. Donc elles s'orientent plus sur des villes un peu plus éloignées, à 1 heure de Paris. Et c'est vrai que Dreux, tous les jeunes ont un fort attrait pour Marseille, très fort. Quand j'en reparle avec mes potes de cette époque-là, bah ouais, Anthony, c'est LE supporter du PSG. C'était toi. Mais quoi. Vraiment, mais tout seul, quoi. Mais même au collège, hein. J'ai pris cher sur ces années-là, hein, parce qu'on gagnait jamais contre eux. Et du coup, tu te baladais avec ton maillot? Ah ouais. Même aux entraînements, c'est une époque où on pouvait encore s'habiller comme on voulait. Il y avait moins ce côté appartenance à nos clubs où on jouait, où tout le monde doit être habillé maintenant de la tête aux pieds partout, pareil. Donc chacun défendait son club. Et je sais que j'étais vraiment tout seul. Limite même en Eure-et-Loire, quoi. Tu t'en es bien sorti. Et ouais, mais ça n'a pas été simple. En plus, je commence à prendre pour amour un joueur
qui me rend pas de fier service parce que il est très fort, hein. Mais il tombe souvent. Et ça, je prenais cher parce que quand on est gamin au collège, on cherche pas à comprendre. Ah, mais il est tout le temps par terre, ton joueur. Ouais, il se regarde jouer, quoi. Mais Est-ce que c'est pas comme Neymar? Est-ce que c'était pas parce qu'il était plus fort que les autres et que du coup, il non, fallait ouais. le casser à chaque fois? Ouais, voilà, c'est ça. Donc, c'est les années où il prend cher avec Dimeco en face de lui. Par exemple. Et moi, je le défends, puis je commence à défendre ce club, quoi. Et puis, c'est passé qu'en 92, quand il arrive, peu de temps après son arrivée, voilà, une semaine avant mon anniversaire, donc tu vois, il a fallu que tu viennes pour que je ressorte mes vieilles archives. Et ben, scolaire, gratuit, tu vois, c'est écrit dessus sur le billet, là, Canal+, Championnat de France de D1. Je me retrouve en présidentiel, mais très haut. Je sais que je suis très haut. On monte. Je me dis, on va aller jusqu'où comme ça? J'ai l'impression qu'on allait toucher les nuages. Parce que quand t'es petit, mais ça te paraît immense. Et là, je sais, je me revois marcher les escaliers, mais je dis, ça va s'arrêter quand? Et là, tout en haut, là, tribune division A, rang E, place 118, donc tu vois, on devait être très haut. Et ce qui est au-dessus aujourd'hui, pour imager, c'est au-dessus de là où il y a les contrôles, là, les policiers, là, Ouais. tu vois, qui ont. La tribune A, en fait, à Ouais, côté ils de ont leur la dévi- tribune Boulogne. C'est tribune M, je crois, même Maintenant, aujourd'hui? Ouais. À l'époque, ça C'est devait ça. être Donc à gauche de Boulogne, ouais. là où il y avait Au-dessus peut-être de l'écran. les tifosi à l'époque. Les tifosi, Voilà, tout c'est à ça, tu vois, fait. j'ai pas mémoire. Et ben, encore plus haut que ça. Sous le terrain, la plage. C'est ça. Et là, je rentre et PSG Saint-Étienne. Et donc sur la pelouse, Bravo, Ginola, Valdo, Colter, Comboiré, Bats. C'est un des derniers matchs de Bats. Et on arrive. Donc c'est cette nouvelle génération de joueurs. Tous les supporters, ils sont à Boulogne. Donc à côté. Et j'ai le souvenir que Auteuil est tout vert. Mhm. J'ai ce souvenir-là. Par contre, j'ai pas de bol, on tombe sur un 0-0. Donc j'ai pas eu cette chance de voir le parc se lever pour fêter un but. Mais là j'en suis tellement là, tu vois, j'ai les poils qui se parce que je suis gamin et j'avais pas cette possibilité de me déplacer à l'époque. Bon, il y avait sûrement des raisons, hein, le travail de mes parents, pas cette possibilité, peut-être même financière, ou de pouvoir. Je sais plus, mais il y avait peut-être d'autres centres d'intérêt. Puis ma passion va s'arrêter au foot dans ma région. Voilà, c'était naissant. Dont on était dans une région où on ne savait pas encore ce que c'était que le football de haut niveau. Tu mets combien de temps avant d'y retourner du coup? Et après, bah, le prochain match, c'est France-Suède, tu vois, en 94. Et après, dans ces années-là, j'ai possibilité, je fais connaissance avec des gars qui sont beaucoup plus âgés, on me met en relation avec eux, et eux, je sais qu'ils fréquentent Auteuil. Moi, le peu d'argent de poche que j'avais, il faut savoir qu'ils passaient soit dans tous les magazines, les Planètes Foot, les France Football. pas France Football encore, c'était 11 mondial. Si, France Football, c'est arrivé 95. Tout ça, c'est quand vraiment là, j'étais encore plus féru que ce que je pouvais l'être. J'étais plus sur le côté photo, image, les gros titres. Le côté stade, je le gardais, mais à l'écrit, comme il s'est venu après. Même si tu vois, il y a toutes mes archives, j'écrivais quand même. Là, tu peux les voir. Non, c'était plus même un magazine. Non, mais j'étais complètement taré parce que quand je me revois des magazines qui coûtaient 30 balles à l'époque, 30 francs, c'était énorme pour un gamin de 12 ans, 13 ans. Je veux dire, c'était ce qu'on me donnait à Noël, quoi, tu vois. Et ben des fois, c'était juste pour m'acheter un magazine parce qu'il y avait 10 lignes où on parlait du PSG dedans. Et je découpais juste ces 10 lignes. Et tu les as encore? Ouais. Non, mais il est complètement fou, quoi, le mec. Et même si c'était juste une photo, je découpais et je gardais tout ça pour m'en faire des archives. Et après, toute cette passion est venue s'ajouter. Et donc, je rencontre des mecs qui font que le peu d'argent que j'ai, je les mets dans les magazines et dans l'essence pour les aider à venir au parc. Et là, après, j'ai enchaîné les matchs. Donc là, tu te retrouves à Auteuil régulièrement? Ouais, à Auteuil. Je me retrouve à Auteuil et là, c'est un truc de fou. Là, c'est un truc de fou. C'est inexplicable. Parce que déjà, je gardais toutes les coupures de journaux, même celles qui traitaient des actualités des tribunes. J'étais émerveillé par ce qui se passait des fois à Boulogne et j'avais cette curiosité. Je gardais puis des fois, on voyait les images à la télé-foot. C'est passé ici, un fait divers ou cela. Mais moi, ça m'émerveillait. Et je ne cache pas que j'avais vu les tifos de l'OM fin des années 90. Et forcément, j'étais ébloui par ça. Mais pour moi, ça restait abstrait parce que c'était loin.
Et je me prenais en considération. J'ai toujours été quelqu'un, voilà, c'est Saint-Thomas, je crois, et je ne crois que ce que je vois. C'est ça, hein, j'ai pu ou un truc comme ça. Ça doit être ça, oui. Moi, j'ai besoin de voir, de vivre le truc pour m'y réattacher. Et à l'OM, ok, il y avait Waddle, mais il manquait un truc parce que c'était trop loin, je pouvais pas y aller. Et quand Paris, j'ai mis les pieds au parc, je me suis dit, mais C'est là. c'est là que je veux être. C'est là que je veux grandir. Puis c'était les débuts avec déjà les premières grosses animations en Ouais, tribune. Auteuil débarque en 91. C'est ça. Et là, je suis vraiment, mais alors vraiment tombé sur les premières années. Ouais, Tifo, ça se met en place, l'EMA, les fumis, les premiers chants, les premières bagarres, Et là, avec tes potes, vous étiez dans une asso ou juste entre vous? Alors, il y a l'émergence des Tigris, quelques années, mais on a toujours été indépendants. D'accord. Toujours indépendants. Vous étiez en bas, du coup, en Auteuil Rouge? Ouais, en bas, Auteuil Rouge. Et là, je faisais tous les matchs, même si même si c'était en semaine. Et puis après, moi, j'ai eu la particularité, il faut savoir, de rentrer en centre de formation. Mais j'y allais quand même. Le centre de formation qui n'était pas en région parisienne. Non, qui était moi à Châteauroux. C'est un peu plus tard, mais c'est à la fois longtemps après et pas longtemps après, parce que c'est comme dans les années 90. Même en semaine, sur des matchs de Coupe d'Europe, des choses comme ça, sans le dire. Tu faisais le mur. Ouais. Et on se barrait en bagnole et on rentrait le lendemain pour aller avoir les yeux en face des trous, mais sans que ça se sache. Vous n'êtes jamais fait prendre? Non, bon, en tout cas, je pense que notre état du lendemain laissait présager qu'on n'avait pas dû faire une nuit complète sur place. Et éducateur. Mais de là à savoir qu'on allait sur Paris, je pense pas, non. Tu cachais tes places? J'avais du bol, c'est que j'étais pas dans le club où se trouvait Giroud. Oui. Fallait envoyer une lettre à Michel Denis aussi. Voilà. Pour arranger ça. Donc non, j'ai eu cette chance qu'on ne se fasse jamais prendre, mais c'est sûr que je nous revois, on n'était pas toujours dans des très bons états le lendemain, mais non, voilà, c'est comment c'est né. Et puis, ouais, ces coupures de journaux chez ma grand-mère, ces premiers matchs qu'ont rencontré les petits du PSG, cette première campagne marketing du PSG avec Canal qui arrive, etc. Avec un Marasimba. Ouais, Marasimba, la fameuse bicyclette. Je crois que c'est Christian Gavel qui a fait photo au camp des loges avec, faut le savoir, un sautoir en hauteur, en dessous, je crois. Ouais. Ils lui font faire ça. Et donc, ouais, cette photo, je l'ai très bien en tête. Et puis, donc je tombe là-dedans, hein, clairement. C'était pas PSG Fais-nous rêver déjà? Oui, c'est ça. Et puis, il y a un truc qui se passe en moi, c'est de me dire, mais moi, c'est là-bas que je veux jouer. C'est là-bas. Sauf que j'ai pas cette possibilité parce que Tu perces pas du coup. je perce pas de là où je suis à Châteauroux, mais c'est surtout que faut être là au bon moment, au bon endroit, et que à cette époque-là, Paris, ils n'étaient pas amenés à recruter au-delà de l'Île-de-France. C'était pas encore aussi développé les centres de formation, les recrutements. Mais par contre, il faut savoir que je mettais les posters donc de Ginola, ma chambre était remplie. J'avais les posters de l'équipe aussi chaque année que je mettais, que je renouvelais. Mais surtout, j'avais toutes les coupures des équipes de jeunes sur mes murs et que je gardais. Et ça, je crois que j'étais peut-être bien le seul, parce que je les faisais encore toutes. Hein. La N2, la N3, ça a été après CFA, CFA2, les jeunes, parce que je voulais être à leur place. Et donc je collectionnais ça. Tu te projetais en fait. Je me projetais. Et l'amour pour le club, il se développait aussi encore plus, parce qu'il faut savoir que j'ai un petit frangin de 3 ans plus jeune que moi, qui lui est tombé dans la marmite olympienne. Donc on a juste un mur qui nous séparait chez nous, et c'était PSG-OM à la maison. Mais encore aujourd'hui. Encore aujourd'hui. Encore aujourd'hui. Le pauvre. Le pauvre. Les temps ont bien changé, ouais. Donc il y avait tout ça. On se prend de passion. Et puis, donc il y a mes premiers matchs au parc, mes premiers déplacements. Quand j'ai eu mon permis, où j'étais vraiment, moi, la possibilité de pouvoir me déplacer, je prends la voiture de mon papa. Je vais où? Au camp des loges. Au camp des loges, la première fois. Le matin, quoi, je me tape les Champs-Élysées. Alors, mais taré, hein, quoi. La place de l'Étoile, voilà, je voulais m'imprégner de Paris. Et je sais que juste après, il faut que j'aille au camp des loges. Et là, ça m'a plus jamais quitté. C'est un amour inconsidérable. C'est ma vie, quoi. C'est mon sang, il est rouge et bleu. Tout ce que j'ai acheté, c'était Paris. Faut que je sois habillé en Paris. Il faut que j'achète du Paris dans mes livres. Il faut que je regarde Paris à la télé. Il faut que j'écoute Paris à la radio. Mais là, c'est le cas dans lequel je me sentais bien, mais pas fou au point de me battre pour Paris, par exemple. Parce que j'ai vu des choses qui dépassent l'entendement. Donc j'ai grandi vraiment avec cette émergence à Boulogne, avec
cette tribune Black Blamber à Auteuil. J'ai tout vu, j'ai tout entendu. Ça t'a marqué, J'ai ça, un grandi peu, avec quand ça. même. Ouais, mais j'étais émerveillé aussi par ça. Parce que Fasciné. fasciné. Je me revois, des fois, j'allais au collège, je me revois, j'avais des cours. Et j'emmenais des coupures de journaux, des faits divers, du hooliganisme qui avait lieu au parc et tout. Ça me fascinait. J'étais fasciné par ça. C'était quelque chose C'est- d'extraordinaire dans le terme, dans le premier sens du terme. Ouais, et cette puissance que ça dégageait, je comprenais pas cette violence, mais, euh, mais je l'admirais parce que cette vague sur les buts, parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, il n'y avait pas de siège, tous les gars ils descendaient dès qu'il y avait un but, ça me fascinait, j'avais besoin de voir ça, cette meute, tu vois, tous ensemble. C'est ce côté en fait où ça fédérait pour un même club qui me fascinait. J'en oubliais même cette violence. Par chance, j'ai pas. T'as pas été dedans. Ouais, mais j'étais fasciné par ça et c'est ce qui aussi m'a poussé à aimer ce club parce que je sentais que tout le stade faisait qu'un. Tu vois, c'était. Et donc on a vécu de grands moments là-bas, de grands moments. Mais voilà, donc je suis né dans ce PSG des années 90. C'est quoi pour toi le Paris Saint-Germain si tu devais faire une définition? Alors Paris Saint-Germain, j'entends souvent des gens qui disent c'est mon club. Moi, je pars du principe qu'il a été créé à un moment, il a appartenu à des gens qui ensuite l'ont vendu ou parce que c'est devenu une société, une entreprise. Je pars du principe que il appartient à tout le monde comme il appartient à personne à la fois. Et chacun peut se l'approprier de la manière dont il souhaite, tant que ça le rend heureux et tant qu'il dénigre pas le club au point de l'empêcher de vivre et d'avancer. Et c'est tout. Chacun doit entretenir sa passion vis-à-vis du club à son échelle, sans dépasser les limites. Voilà. Et c'est de l'entretenir de manière à ce qu'il soit encore là en bonne santé dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans. Chacun doit être fier de l'encourager, de soutenir et de se dire que il a autant d'importance que celui qui est tout en haut, autant d'importance que celui qui marque des buts pour le PSG. Et tant que chacun fait du bien pour le club à son niveau. Voilà, c'est, c'est, c'est un peu abstrait, c'est une sorte d'entité, c'est à la fois palpable et non palpable. C'est comme, par exemple, moi qui suis à la tête de l'association des Titi du PSG. Il y a cette fierté d'avoir créé l'expression Titi du PSG, qui maintenant sur toutes les langues, toutes les bouches, pardon, Les Titi, hein. depuis 2006, c'est quelque chose qui a grandi. Même si je suis à l'origine de la création de cette expression, et qui est reprise partout maintenant dans les médias, même au club, etc., je ne me l'approprie pas. C'est une fierté, mais tant que. Ça appartient à tout le monde Voilà, finalement. et c'est dans cette réflexion que chacun doit être vis-à-vis du Paris Saint-Germain ou de n'importe quel club pour ceux qui encouragent Lens, Marseille, etc. Tant que ça ne dépasse pas la limite, qu'on est tous tolérants vis-à-vis les uns des autres et que voilà, il y a suffisamment de choses horribles dans le monde pour se prendre la tête pour des choses futiles et ça doit rester une passion, faut pas oublier. Même si beaucoup sont rémunérés vis-à-vis du Paris Saint-Germain, quoi que c'est différentes strates du club. Mais l'aimer, ça s'entretient. C'est vrai que c'est pas donné. Ça doit pas dépasser Ouais. l'entendement, quoi. Ça doit être de l'amour. Avant de revenir sur les Titi, tu vas nous raconter ça. Je voudrais que tu reviennes sur ta première du coup au camp des loges. Tu nous Mm. as dit, tu as Mm. fait le tour des Champs-Élysées, Mm. l'Arc de Triomphe. Après, tu es allé tout droit à Mm. Saint-Germain-en-Laye. Tout à fait. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé quand tu es arrivé au camp des loges? Quand je vais au camp des loges, il faut savoir que mon David Ginola n'est plus là. Oh. Mais j'ai une lettre. J'ai une lettre que je veux remettre à un de ses meilleurs potes qui s'appelle Alain Roche. Et sur mes renseignements, il a récupéré sa maison. Je ne vais pas dire où, hein, parce que mais j'habite pas très loin d'ailleurs, on a quelques kilomètres là. J'allais te dire. Et j'ai une lettre à remettre. Donc avant de la remettre, je vais au camp des loges. Donc c'est la génération des Alain Roche. Je sais plus à qui d'autre à cette époque-là, mais le camp des loges, il me surprend parce que c'est familial. On peut approcher les joueurs comme on veut, on peut parler avec eux, que ce soit avant, après. Mais ce qui fait drôle, c'est que les terrains, ils sont
pas extraordinaires. Ils ont, nous, sur dos, on n'a rien à leur envier, ou Châteauroux, etc. Donc il y a des terrains en terre battue, il y a même un terrain de rugby à côté. Il n'y a rien d'extraordinaire, quoi. Et je vois que les jeunes s'entraînent même sur les terrains de rugby, sur la terre battue. Et puis, bah, il y a les pros, et là, ça me fascine. Ça me fascine parce que je les approche pour de vrai. Je leur demande des autographes. Je suis émerveillé, quoi. C'est comme pour un enfant d'aujourd'hui. C'est aussi fort que. Il n'y a même pas besoin d'avoir une star. C'est le simple fait d'approcher des professionnels. Et du club que je voyais à la télé, quoi. C'est un truc de fou. Ou que j'ai vu au parc, mais sans pouvoir les approcher de près au parc. Et là, Encore une fois, c'est palpable en fait, c'est là. là, c'est là. Là, c'est là. C'est vrai. Je peux les toucher. C'est c'est extraordinaire parce que c'est des bons moments. Tu racontes ça à tes copains quand tu rentres, à ta famille. Puis c'est la confirmation que vraiment t'aimes ce club parce que c'est encore un voilà, c'est un gap encore au-dessus, quoi. On le touche comme tu dis. Je sais pas quel terme, mais c'est de l'émerveillement. Puis c'est beau à voir parce que au-delà du simple fait de les approcher, c'est aussi voir les entraînements, puis c'est voir la qualité technique. Toi, en plus, c'était friand de ça. Ouais, bah ouais, parce que mon rêve c'est de devenir footballeur. Donc là je me dis ah ouais d'accord. Là tu prends une claque. Que ce soit sur les contrôles, les passes, la vitesse d'exécution, tu te dis ah ouais d'accord. Moi je pensais quand même être bon, mais là c'est encore autre chose. Ils sont pas. C'est le top niveau mondial là. Ouais. Alors mondial à ce moment-là. Bon, la moitié des joueurs étaient en sélection quand même. Oui. Si tu me parles de la période Oui. Roche, Ouais, etc. tout ça. Si. Et là, c'est fantastique. Puis après, il faut que je revienne toutes les semaines. Et je vais revenir toutes les semaines. Le truc, c'est que très vite, quand je vais voir que je vais plus pouvoir devenir footballeur professionnel pour X raisons, on va pas rentrer dans le détail, mais une période qui est pas évidente pour moi, qui est difficile, même pour mes parents, il faut vite que je rebondisse. Et rebondir dans le football, quand t'as pas été sur les longues études, après le bac, etc., c'est compliqué. J'ai eu le bac quand même, hein, en tant que footballeur. Je tiens à le préciser, juste pour faire plaisir à mes parents. Mais ouais. Parce que moi, il n'y a que le football qui comptait vraiment. Du coup, tu restes dans le football. Ouais, je bifurque très rapidement et je fais partie de ces générations de joueurs qui ont leur brevet d'état très très vite. J'ai eu mon brevet d'état à 19 piges. Pour être entraîneur de football. Pour être entraîneur de football. Et ce qui est très rare, même encore aujourd'hui, d'avoir ce diplôme-là à un âge aussi avancé. J'ai été mis en relation avec le PSG pour mes études de coaching. Donc j'ai fait un suivi sur le centre de formation et que je faisais déjà avant. Et en fait, je m'en suis servi pour mon book, mes études personnelles. Et c'est comme ça que chaque semaine, je me suis retrouvé au camp des loges pour travailler, contempler, faire des petits bonhommes, relater des séances d'entraînement. Vraiment une recherche pointilleuse sur qu'était le centre de formation, donc les éducateurs, les programmations d'entraînement, le lien avec la section professionnelle, d'où venaient les jeunes, mes premières interviews. J'ai des trucs, des archives, mais qui valent de l'or parce qu'on a le ressenti des Jérôme Leroy, des Pierre Ducrot de l'époque, des Domi. C'est Luis Fernandez le coach à l'époque je sais plus, il y a eu il y en a eu plusieurs. Mais non, même avant, parce que là il y a eu du Giresse, il y a eu du Bergerot. Ça c'était après du coup. J'allais dire le premier Fernandez. Et après Giresse, Bergerot, il y a tout ça, quoi. retour d'Arthur Georges, retour de Fernandez. Ouais, c'est plus sur cette période-là, là, d'accord. mes études. Et ensuite, là, je suis vraiment pris d'attrait pour le centre de formation. Donc là, il y a mes premiers contacts avec les coachs. Après, il faut savoir aussi que ce club, il bouge beaucoup. Donc les contacts que tu as sont peut-être plus ceux du lendemain, donc il faut les refaire. Et là, plus que de l'amour, là je tombe dedans. Là. C'est la période Anelka, ça, finalement. Il y a Anelka. Kelban, Ducrot. Ouais. Je sais plus, parce qu'Anelka était déjà là avant, mais après, il est reparti. Comme Sylvain Distin, d'ailleurs. Il y a Sylvain Distin, Kelban. Je sais plus, c'est toute cette génération-là, en fait. Et donc, je suis mis en relation, coach à côté. Je me rapproche de Paris, puisque je viens habiter dans le 78 avec ma compagne, qui elle était sur Chartres. On vient habiter ici. Et donc là, il y a une relation encore plus étroite avec le club. Je réalise diverses missions. Et je suis grosse génération, encore plus que d'autres, c'est les 87. Sur une année notamment, ils se retrouvent en U18. Et là, ils remportent le premier titre que je vois de mes propres yeux. C'est celui de champion de France en 2006, champion de France U18.
sous la coupe de David Bechkoura. Et donc là, c'est avec les Chantômes, les Moulumbu, Sankaré, voilà, toute cette génération Loris de joueurs. Arnaud, il y avait. Ngog, Loris Arnaud. Ngog, oui, David. J'avais vu la finale de la Coupe Gambardella en 98 au Stade de France. Ils avaient perdu contre Saint-Etienne. Je n'avais pas vu celle en 91, bien évidemment. J'étais trop jeune. Mais j'étais au courant qu'il y avait déjà eu des bons résultats avant, mais de manière plus épisodique. Et là, la passion pour le club, le fait d'être supporter, m'intéresser aux jeunes, parce que voilà, c'était le sujet de mes études sportives. On en parle, mais sans trop en parler au club. Alors que j'y suis toute l'année, je me dis, mais c'est quoi ce délire Je sais pas qu'est-ce qu'ils attendent. Alors, ils ont eu un droit à leur petit tour d'honneur au parc, et puis ça s'estompe derrière. Il se passe rien. Et là, on est dans les débuts de l'ère Internet, les blogs. Donc je me dis, il n'y avait pas encore vraiment les sites internet, ou même celui du PSG, c'était les prémices, c'était pas encore super bien développé. Et là, je crée un blog. Je sais que je suis avec ma compagne, ma femme, je lui dis, mais il faut que je parle de ça. Et elle est pas du tout football, hein. On était un jeune couple à cette époque-là, mais bon, on voit que je suis pris par club, par cette passion. Et donc je commence à développer mes premières compétences et je me dis, voilà, faut vivre avec l'air du temps et il faut trouver un nom. Et donc j'entendais les Minots à Marseille, les Ch'tis, les Pitchouns à Toulouse, les Girondins, les Canaries. Et puis moi je dis, mais comment on les appelle en fait? Donc souvent on disait les cadets, les juniors, parce que ça correspondait aux catégories d'âge. Je dis, mais il faut trouver un truc et là, je dis, mais comment on appelle les gamins? Attends, les Gavroches, comment on appelle les petits gamins de la région parisienne? Puis là, attends, je me dis, tiens, bah, les titis. Ouais, les titis parisiens. Je dis, mais non, pas les titis parisiens. Un joueur du Paris FC est un titi parisien. Un joueur du Red Star est un titi parisien. Même un joueur de Sénart, de Moissy, de je sais pas d'où, de Drancy, Torcy. Je dis, non. Il faut qu'il soit du PSG. Donc les titis du PSG et non pas les titis parisiens. Ça m'horripile. Il y en a beaucoup qui vont m'entendre, qui le savent. Attention, bien dire les titis du PSG. Ouais. Ah, ça, je te jure, c'est le truc qui me rend dingue. Et là, tu crées l'asso. Et je crée l'association. Pas encore l'association. Si, on crée l'association, mais qui n'est pas encore aussi développée. Mais on crée l'association, les premiers statuts. Mais on est plus sur, pour l'instant, relater les événements. Les événements, tout simplement, de mettre en avant les résultats des U18, des U16, parce que cette époque-là, c'était pas encore U19, U17, c'était U18, U16, de la réserve, des premiers jeunes qui jouent, des jeunes qui commencent à jouer en équipe première, mais là, il n'y en avait pas beaucoup à ce moment-là. Il y avait eu Loriksana, Ogbesh, Badian, Benachour juste avant, mais là, il y a un petit creux au milieu des années 2000. Et puis, il y a Guy Lacombe qui arrive à ce moment-là, qui se fait taper dessus, qui est pas... Mais lui, il voit tout de suite qu'il y a des vrais talents. Donc, Chantôme, Moulumbu, ça monte. Et là, je me dis, mais c'est pas possible, il faut créer un truc parce qu'on n'a pas trop parlé du titre de champion de France parce que les jeunes, et Paris, c'était pas trop ça. En plus, on avait gagné la Coupe de France contre Marseille la même année. Ouais, on avait peut-être un peu mais il n'y avait pas. vampirisé l'actu. C'est ça, il n'y avait pas cette aura, quoi, En fait, c'était dans l'ombre. C'était dans l'ombre. Et donc, moi, je me suis dit, vous inquiétez pas. On va en parler. On va en parler. Un an après, je mets en place le Titi d'Or. Donc, je me dis, on va procéder par étapes. Et on va mettre des choses en place qui vont faire que le nom, vous inquiétez pas, dans quelques années, tout le monde va l'avoir sur les lèvres. Peux-tu dire ce que c'est le Titi d'Or? Le Titi d'Or, donc à cette époque-là, on ne faisait pas encore voter les jeunes entre eux. C'est venu par la suite, quand le club a vu l'importance, l'utilité, on va dire, de cette remise, de ce trophée. Donc à cette époque-là, on faisait voter le grand public par le biais des réseaux sociaux et des personnes qui venaient encourager les jeunes voir les matchs. Donc c'était un vote public. Pour élire le Titi de l'année. Pour élire le Titi de l'année. Et le premier qui a été élu, je suis un peu ému là en parlant parce que c'est Abdel Barada qui nous a quittés il y a très peu de temps. Oui, il a joué à l'OM par la suite, mais faut bien savoir qu'une carrière de footballeur, elle est faite de haut, de bas, de choix, et parfois d'opportunités, et on choisit pas toujours forcément où on veut aller. Oui, on va choisir parce qu'à un moment donné, on va apposer sa signature. Mais quand il y a de rares opportunités qui se présentent, des fois on est obligé de dire oui. Il y a même des titis qui ont joué à l'OM. Voilà. Ouais. On pourra y revenir plus tard. No comment. Et donc il y a Abdel qui est élu, qui était arrivé depuis peu de temps. Et puis après, il y a eu Alphonse Areola, je crois, Oganda.
Et puis, il y a quelque chose qui se passe. Là, on sent que les Titi, ils commencent à jouer de plus souvent en équipe première. Et toute cette génération, ce match à Valenciennes où Mamad Sakho, qui déjà à 17 ans a joué son premier match contre l'AEK Athènes. Par la suite, il se retrouve capitaine à Valenciennes avec une équipe aux 2 tiers formée au club. Paul Le Ils Guen, vont chercher match nul. Donc, voilà, là, c'est l'émergence, elle est là. Guy Lacombe qui propulse Moulumbu et Chantôme. Le Guen qui ensuite prend beaucoup de jeunes sous sa coupe. Boumboaré ou Fournier, je ne sais plus, quelques-uns aussi. Là, les jeunes, il y a quelque chose qui se passe. Et ils continuent à choper d'autres titres de champion de France chez les jeunes en 2010-2011, notamment avec cette génération Oganda, Maignan, Coman, Kingsley Coman. Rabiot. Et donc là, on passe à une deuxième étape. Le blog devient site internet. On renforce encore les statuts de l'association avec des missions plus poussées et des missions avec le club. Là, le club, il s'intéresse Là, finalement. voilà. Là, on franchit un cap. Donc là, il y a une intégration déjà, tu vois, des doigts de pied, des bouts de doigts là, qui intègrent le club de manière un peu plus professionnelle, quoi, solide, un peu plus sérieuse. Donc il y a des choses qui se passent. Ensuite, on passe en site internet. C'est un gros travail, ce qui fait que malheureusement, le Titi d'Or, on ne peut pas le faire sur cette année 2010. On ne peut pas le remettre, puisqu'on n'a pas d'outils pour en parler. Et c'est pour une question de timing. Et on passe sur le site internet. Et là, il se passe un gros truc au Paris Saint-Germain. Il se passe un gros truc, puisque 2010. les nouveaux investisseurs débarquent au club. 2011 alors. 2011. Les nouveaux investisseurs débarquent au club et quid des jeunes. Kingsley Coman s'en va. Ils arrivent avec beaucoup d'argent, donc c'est pas forcément l'objectif premier. Ouais. Donc il y a les jeunes là. Donc tout le monde prend peur, y compris nous, les premiers supporters des jeunes. C'est sûr que je vois ça d'un mauvais œil moi au début. Je me dis c'est pas possible. Puis ça me donne un peu raison parce que y a un talent comme Kingsley qui se voit remettre 2 Titi d'or et est obligé de partir par la suite. Donc faut savoir que le Titi d'or est intégré de manière un peu plus sérieuse au club puisque à partir de 2011 c'est un vote des joueurs. Donc avec intégration au club, les votes qui circulent, ils votent chacun de leur côté. C'est vraiment reconnu officiellement. Ça devient reconnu officiellement et c'est vraiment les joueurs qui votent entre eux. Donc voilà, il n'y a jamais eu de triche. Ma main, voilà. Et le club a toujours surveillé. Et il y a des choses qui se passent avec des missions de plus en plus importantes, des anciens Titi qui viennent au centre de formation prêcher la bonne parole. Tu crées une vie finalement toute la saison. Une vie et surtout de ne pas oublier les anciens qui ont peut-être permis à d'autres de devenir ce qu'ils sont aujourd'hui. C'est même sûr. Parce que dans le football, tu en as un qui va réussir pour 20 ou 30 d'une génération. Mais pour qu'un Kingsley marque des buts ou qu'il puisse dribbler, il faut lui amener les ballons. Et les autres derrière lui ont peut-être fait un sacré boulot pour lui permettre de briller. Et souvent, ceux-là, on les oublie. Tu veux garder un lien familial en fait. Oui, parce que moi, je l'ai vécu moi-même. Et je sais ce que c'est que de se retrouver tout seul, de devoir chercher du boulot, d'essayer de revenir dans le circuit professionnel, de galérer. Tout ça, j'ai senti chez certains joueurs, je les ai reconnus, j'ai retrouvé un peu de moi et j'avais envie de les aider. Et comme j'étais aussi à la fois entraîneur à côté, j'étais éduqué moi donne avant de recevoir. Et même si tu reçois pas, c'est pas grave. L'essentiel, c'est d'avoir donné. Et c'est moi, c'est mon leitmotiv, c'est ce qui me définit. Je prends toujours plus de plaisir à voir les autres heureux, les aider, me dire, bon, voilà, tu as fait une bonne action. C'est un peu ça. Et les Titi, c'est d'aider tous ces anciens qui sont un peu, pas jetés, c'est pas le terme. Parce que tous n'ont pas eu la carrière de Kingsley Coman ou d'Alphonse Areola. Mais les 95%. Ou de Kipembe. Les 95%. Tu sais combien il y en a eu des Titi en tout? Il y en a beaucoup. En fait, le terme Titi, c'est... il englobe beaucoup de choses. Ça va être le jeune, par exemple, un joueur comme Abdel Barada, dont on parlait tout à l'heure, même s'il a joué à l'OM par la suite, pour moi, il reste un Titi d'adoption. Un Xavi Simons aussi. C'est pour la vie, Titi. C'est ça. Même s'ils arrivent sur le tard au centre de formation, ça reste des Titi. Il faut savoir que dans les années 80, des joueurs comme Amara Simba ou d'autres comme ça qui sont catalogués de joueurs formés au club, ils sont arrivés au club, ils avaient plus de 20 ans. Et ils arrivaient en 3e division, dans l'équipe réserve, mais on l'a considéré comme centre de formation, dans le centre de formation. C'est pas la même définition aujourd'hui. Voilà.
Donc, mais ce sont des titis, et on estime qu'ils sont formés au club, même s'ils sont arrivés sur un âge très tard, mais ce sont des titis. Pareil pour des jeunes qui vont être recrutés là sur les années récentes, si on parle d'un Xavi Simons par exemple, qui est arrivé après avoir été formé au Barça. C'est un joueur qui, pour moi, est un titi, puisqu'il a défendu les couleurs comme il se doit. Je vois pas pourquoi on ne dirait pas que c'est un titi, même s'il a passé énormément de temps au Barça. Puis il y a les titi filles aussi maintenant. Il y a les titi filles, voilà, qu'on essaie de mettre en avant par le biais aussi du titi d'or, des interviews, on a des missions avec le club. Mais ce que je voulais dire, c'est que voilà, il y a des missions qui sont venues après, donc vis-à-vis des anciens, qu'on n'oublie pas, parce qu'ils sont à travers le monde. Et par le biais de l'association des titi, on essaie de les maintenir dans le cursus professionnel. Pour ceux qui sortent du club, s'ils n'ont pas d'agent ou si au bout de 2 ou 3 ans, ils ont des difficultés à revenir dans le game, on les met en relation avec des anciens à travers le monde. Et là, ils ont un triple projet. Soit c'est pour redevenir footballeur professionnel, soit c'est pour être footballeur amateur, mais à côté avoir une activité professionnelle, ou soit tout simplement retrouver du travail. Reconversion. C'est ça. Et dans chacun des 3 domaines, on a réussi à replacer entre 70 à 80 joueurs depuis 2010. C'est une bonne C'est énorme parce que ça fait 14 ans, si on fait une moyenne, c'est entre 4 à 5 joueurs qui chaque année retrouvent du travail grâce à nous. Avec le peu de moyens qu'on a, on fait ce qu'on peut. Et on a mis aussi ensuite des rassemblements de 2014 jusqu'à 2019. On a été freiné ensuite par la crise sanitaire. Mais chaque année, on fait un rassemblement qui permet aux jeunes de se retrouver. Et là aussi, ça sert de réunion. C'est un match un peu jubilé en fait. Ouais, à chaque fois pour une œuvre caritative. C'est un tournoi intergénérationnel où on remet des récompenses aux dirigeants de l'année, aux supporters de l'année. Je pense à James qui nous a quittés, à qui on avait remis un trophée. Et sur le dernier rassemblement, je crois en 2019, il me semble, qui nous a quittés depuis. Donc, mais c'est des rassemblements où on a toujours essayé de mettre en avant des personnes de l'ombre, soit des coachs, des dirigeants ou des joueurs qui ont réussi des choses dans leur carrière, dont on a oublié un peu l'existence. Et à côté de ça, ce qu'on récolte dans la journée, c'est pour des œuvres caritatives. Mais en plus de ça, dans la journée, le fait de manger ensemble, de les réunir, permet de les mettre en relation et de se dire bah tiens toi qu'est-ce que tu fais en ce moment, ah bah je recherche une activité, soit je suis commercial ou chauffeur, ou alors je suis footballeur en National 2, ou je suis pro, je joue en D1 je recherche à rebondir. Donc ça sert à ça aussi. Et après il y a plein d'autres missions qui se sont développées au fil des années. Vous êtes combien aujourd'hui dans l'association? En fait on a une dizaine avec des membres actifs, semi-actifs. Certains qui sont dans le bureau pour des décisions importantes, d'autres qui ça va, ça vient, des jeunes qui veulent faire de la photo, de la rédaction, du reportage. C'est toute une petite vie, après un noyau dur de 4-5 on va dire, mais une dizaine avec semi-actifs, actifs, avec entre 15 à 20 articles jour de rédigés. J'allais dire, vous avez des réseaux sociaux Ouais. et très actifs aujourd'hui. Oui. Actifs sans forcément chercher à l'être aussi. Mais avec des stats, avec des actus, avec des interviews, avec le programme du week-end. On ne cherche pas à conquérir 200, 300, 400 ou faire du TikTok, ou balancer de la vidéo à gogo. Non, parce qu'en fait, on a énormément de missions cachées qui nous prennent énormément de temps avec le club, qui font qu'on ne va pas développer, pas qu'on ne veut pas, mais c'est qu'on ne peut pas le faire. Et qu'on fait déjà fonctionne très bien avec le club à côté, donc on réalise beaucoup d'interviews, de comptes rendus de matchs, de photos. Donc voilà, tu peux citer les comptes pour ceux qui veulent vous suivre? Oui, il y a le titidupsg.fr pour ce qui est du site internet. Il y a donc les titis du PSG officiels sur Instagram. Il y a des vidéos et des journaux qu'on met sur TikTok aussi, donc Titi du PSG. Et puis il y a les lives des matchs quand on est au camp des loges où on met les actions pour ce qui est des jeunes sur Twitter. X maintenant. X. Donc là c'est Titi du PSG. En tout cas on peut bien vous suivre. Et puis Facebook, là où on relaie aussi de temps en temps l'actualité des jeunes sur les Titi du PSG officiels. Toi, ce que tu veux faire à travers les Titi, à travers finalement l'histoire du centre de formation que tu mets à jour et que tu relates, c'est préserver l'âme du Paris Saint-Germain? Complètement. Parce qu'il y a des choses, on a le droit d'être d'accord, pas d'accord. C'est pas parce que on est proche du Paris Saint-Germain au point de travailler avec on accepte tout. Voilà, j'ai eu du mal à partir du camp des loges, par exemple. Mais il le fallait. À un moment donné, il manque de place.
avoir des infrastructures, des structures plus dans l'air du temps, parce que le club a des objectifs élevés, donc il était inconcevable d'avoir un centre de formation d'un côté, l'après-faux à Verneuil, les pros côté militaire, c'est pas possible. C'est pas trop luxueux le nouveau campus Le- pour des petits jeunes justement qui sont pas encore pros et qui le seront peut-être jamais d'ailleurs pour certains. Oui et non. Luxueux, les murs peut-être. Après, ce sont aux personnes qui y travaillent de le rendre plus familial, tout simplement. C'est pas une question de mur, c'est une question d'état d'esprit. C'est l'âme qu'on y met encore une fois. C'est ça. Les supporters au Parc des Princes, si on prend plaisir, qu'il y a un spectacle, c'est parce que les supporters font que c'est comme ça. Et parce qu'on les laisse faire aussi. Le jour où on ne pourra plus le faire, voilà. Donc si on laisse la possibilité aux cadres qui sont au campus, qui travaillent auprès des jeunes, la possibilité de rendre les choses familiales, ça sera familial tout simplement. C'est une question de volonté, de politique sportive, de politique de club. Mais après, partir du camp des loges, ça a fait mal. La suppression de l'équipe alors là, la suppression de l'équipe réserve, ça m'a arraché un bras, même plus qu'un bras. Ceux qui vont m'écouter vont me dire mais qu'est-ce que ça peut faire? On s'en fiche, on parle que d'une équipe réserve. Tout. Mais il faut imaginer, à mon niveau et d'autres, c'est comme si c'est l'équipe première du club qui était reléguée en Ligue 2. Ça m'a fait la même chose. Hein. Et plus puisqu'elle a disparu cette équipe réserve. Donc c'est comme si que voilà, l'équipe première était radiée et derrière 2019 ça a été un choc. En plus la crise sanitaire qui arrivait derrière quoi, ça a été super dur à vivre. Aujourd'hui ils reviennent en arrière, là ils recréent l'équipe Espoir, ils se sont aperçus qu'ils avaient fait une grosse connerie. Et ça a fait partie des choses où j'ai eu du mal avec le club. La gestion des supporters, ou d'aller au parc et d'avoir la sensation de face à une pièce de théâtre. Tu es toujours abonné à Auteuil aujourd'hui ? Je suis plus abonné. Depuis de très 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 nombreuses années maintenant, j'ai cette chance de vivre les matchs sur la pelouse et de faire des photos. Photos des titis ? Ouais, des titis, que ce soit pour le club. Ou à Rennes ? Ouais, ou à Rennes, puis d'autres. Hein. Est-ce que tu trouves que le club, pas aujourd'hui, mais justement dans l'histoire, a fait assez confiance à ces titis, les fait assez jouer, ou est-ce que tu aurais aimé qu'il y en ait plus ? C'est un problème qu'on pose au PSG, mais qu'on peut poser dans tous les grands clubs. Hein. Je veux dire, autant certains clubs comme Rennes, Nantes, Auxerre, ils vont s'appuyer sur leur jeunesse parce que c'est comme ça. Ils sont obligés. Pour survivre, ils sont obligés. Ils n'ont pas des budgets limités. Donc à un moment donné, ils sont bien obligés de s'appuyer sur leur jeunesse, sur leur centre de formation. Au PSG, je me souviens, lorsqu'on met le Titi d'Or à Kingsley Coman dans les locaux de France Bleu à cette époque-là. Il y avait Laurent Bonadei qui est aujourd'hui sélectionneur de l'équipe de France féminine. Il y avait Kingsley qui était là et on remet le trophée à Kingsley et après avoir remis son trophée, on discute avec Laurent, Bruno Salomon, je ne sais plus qui d'autre était là, mais il y avait Grégory Pesley qui était là, qui avait remis le trophée et qui est un titi. Et on se dit mais avec des talents comme ça, il serait pas insensé quoi, de penser que demain, le PSG, dans quelques années, pourrait avoir 11 joueurs issus de l'Île-de-France. Avec un niveau tel que celui de Kingsley, parce qu'il y avait Mike Maignan à cette époque-là dans son équipe, Adrien Rabiot, quoi, toute une génération de joueurs assez impressionnants. Donc Laurent, il a dit je suis persuadé qu'on peut gagner la Ligue des Champions avec que des joueurs issus du cru. C'était son rêve. Et après, il est parti, lui, parce que son rôle de formateur a fait que il a dû être amené à partir ailleurs. Et ben, quand on regarde le nombre de joueurs entre les Moussa Diaby, les Christopher Nkoukou, les Mike Maignan, j'en oublie sûrement parce que les Yacine Adli, les Rabiot, les Moussa Dembélé, c'est incroyable. Est-ce que ça aurait pu gagner la Ligue des Champions? Je sais pas. Je sais pas, mais en tout cas. Par contre, Kingsley Coman l'a gagné en marquant contre le Paris Saint-Germain en finale. Est-ce que c'est pas ça l'ADN du PSG finalement? C'est une fausse finale, elle compte pas. Il n'y avait pas de supporters. Mais la seule fois dans notre histoire où on va en finale, 1-0 et c'est un Titi d'Or qui marque contre nous. C'était écrit. Comme à une période où tu vendais tes joueurs et marquaient contre nous. Ça, mais c'est le charme du PSG. C'est ça. C'est le charme du PSG. Et puis c'est une fausse finale. Celle-là, elle compte pas. C'est pas un vrai format. Il n'y avait pas nos supporters. D'ailleurs, ça, c'est un de mes plus grands regrets. Parce que je suis persuadé que la génération Ibra, Lavezzi, Lucas, si on avait eu nos vrais supporters dans les tribunes, je suis sûr il y a bien longtemps que la Ligue des Champions serait dans notre vitrine aujourd'hui. Est-ce que tu penses qu'un jour, on gagnera la Ligue des Champions avec, par exemple,
Warren Zaïre-Emery, capitaine, qui soulève le trophée. Ce serait la consécration, ça? Déjà, on va y aller par étapes. J'aimerais qu'il gagne la Gambardella. J'aimerais que le club gagne la Gambardella. Pas au début. C'est parce que 91, ça commence à. Voilà. Donc, non, mais tout ça pour Vrai, dire, en fait. Ça fait depuis 1991 que le PSG n'a pas gagné la Gambardella. Et là, il y a 2 ans, sur l'année du Covid, on avait la génération pour la gagner. Là. On avait les Simone, Saouchiche, tout ça. Là. On était en quart de finale, on allait rencontrer Ajaccio. Toutes les grosses équipes, restait plus que Monaco, et qui devait accueillir une grosse équipe. Donc, on sentait que 2020, on pouvait la gagner. Et malheureusement, ping, édition annulée, on ne peut pas le faire de quart de finale. Mais il y avait le tapis rouge. Et les autres années, ça a été compliqué. Ouais. Ça a été très compliqué. La Gambardella, après la Youth League et la après la Ligue des League, on Champions. n'est pas passé loin en 2016. Où on va en finale avec la génération des Augustin, Nkunku, Hodgson-Edouard. C'est toute une génération. Ils étaient 4-5 à avoir été champions d'Europe avec l'équipe de France U17. Et un mois après, ils sont en finale de la Youth League. Ils avaient été champions de France cette année-là. Grosse génération, c'est ceux qui sont nés en 97-98 sous la coupe de François Rodriguez. Et aucun n'a joué en professionnel au PSG. Il y a eu Calegari qui a fait une apparition, Georgen une apparition, mais toute une génération qui a été sacrifiée. Très peu, quoi. Ils ont été champions de France, finalistes de la Youth League et champions d'Europe avec l'équipe de France U17. Comme quoi, c'est dur même quand on est au top centre de formation de percer. Mais t'es dépendant. En fait, le souci du Paris Saint-Germain pour un jeune, c'est qu'aujourd'hui les objectifs sont tellement élevés que quand il faut se mettre à la place d'un coach, il doit faire aussi bien, voire mieux que le coach qui était là avant. Et les Ancelotti, Laurent Blanc, ils ont placé la barre très haute. Parce qu'à l'époque, ils chopaient la Coupe de la Ligue, la Coupe de France, le titre de champion, ils allaient en Coupe d'Europe. Et tous les entraîneurs qui sont arrivés après se doivent de faire au moins aussi bien, sinon on se dit que c'est des saisons ratées. Même s'ils ont été champions de France et qu'ils se loupent sur une coupe, c'est une saison ratée. Et faire jouer des jeunes aujourd'hui, on associe un jeune à c'est un joueur moins fort. C'est dommage. Donc à l'époque, la disparition de la Coupe de la Ligue leur a fait mal à nos jeunes puisqu'elle pouvait servir de laboratoire. Ce qui fait qu'aujourd'hui, même la Coupe de France, on a du mal à faire jouer les jeunes parce qu'on va être dépendant du tirage au sort. Quand on va être contre Revel ou je ne sais plus qui, là ça va être simple de faire jouer un jeune. Là, il y a un Lens PSG qui a été joué il y a quelques mois. Donc je suis pas sûr qu'on puisse mettre les jeunes sur un match contre Lens PSG. Donc ils sont tributaires des tirages au sort, du peu de compétition qu'ils peuvent jouer et surtout des objectifs et des coachs mis en place. Et déjà ce qui est bien, c'est de les voir intégrer les entraînements de manière durable. Mais je suis convaincu qu'on peut intégrer un jeune avec des joueurs expérimentés autour de lui. On l'a vu avec Adrien Rabiot, avec Presnel Kimpembe. Nkunku, à chaque fois qu'il a joué, il n'a pas été décevant, mais il faut leur faire confiance, il faut leur amener du temps de jeu, mais du vrai temps de jeu, pas du 5 minutes, du 10 minutes. Et je ne pense pas que ce soit un joueur ou deux qui mettent en péril le niveau de jeu de l'équipe lorsqu'on est amené à jouer contre, sans faire offense à ces clubs-là, mais Le Havre, Auxerre, je ne sais qui d'autre, Clermont, Metz, Strasbourg. Donc c'est sur ces matchs-là où il faut les faire jouer. Et le talent n'a pas d'âge. Ils sont de plus en plus forts, plus jeunes. Ça, c'est du Mbappé, ça. Non, mais c'est une réalité. C'est une réalité. Bien sûr. C'est comme pour un boulanger, un apprenti boulanger. Il est capable de te faire des très bons pains à 14, 15, 16 ans. Toi, tu vas arriver, tu auras 30, 40 piges. Tu vas l'écouter, même s'il a 14, 15, 16 ans. Tu vas l'écouter, tu vas l'observer et tu vas voir qu'il sait faire du bon pain. Donc c'est pareil pour un footballeur. Donc à un moment donné, faut faire confiance. Mais voilà, c'est une question de confiance. Et le PSG de mes rêves, moi, il est un tiers formé au club, un tiers de big stars qui vend du maillot, qui marque des buts, qui te fasse rêver, et un tiers de ce que j'appelle des porteurs d'eau. Donc si je reprends les footballeurs qui ont bercé ma jeunesse, du Guérin, du Bravo, du Fournier, du Le Guen, du Colter, du Cobos, ça parle peut-être pas aux jeunes d'aujourd'hui. Christophe Jallet, par exemple. Un peu après, ouais. Mais ces joueurs-là, ils ont une importance mais capitale dans un collectif. Et c'est eux qui vont te faire le relais entre les jeunes et les big stars. Il faut trouver l'équilibre entre les trois. C'est ça. Je sais qu'on aura pu un club familial comme il a pu l'être par le passé parce qu'on n'est plus dans une société de consommation. Ça va, ça vient, on s'attache moins aux racines d'un club. Mais c'est dommage, parce que c'est important de s'approprier l'histoire d'un club, surtout pour des étrangers.
c'est important de montrer qu'ils apprennent la langue, même un coach, qu'ils sont proches des supporters. Je trouve qu'il n'y a plus assez d'opérations avec les supporters, ou en ville, à Paris. C'est distant. C'est distant. C'est même les entraînements qui puissent être ouverts au public de temps en temps. Des opérations, pas que dans... Il faudrait que ça sorte des cadres de la fondation. C'est très bien ce qu'ils font. Mais... Faire encore plus de liens. Oui. Créer encore plus de liens. Le lien, il ne faut pas qu'il soit que avec les euros, tu Ouais. vois, en achetant des bouquins, des maillots, des places au stade. Il faut que ça aille plus loin que ça. Créer du lien humain. Il y a des clubs qui le font très bien, Ouais. en Angleterre, en Allemagne. Et c'est ça qui manque. C'est ça qui manque. Parce que même quand on arrive à... Là, la saison actuelle n'a pas été évidente sur les premiers mois. Mais on l'aime quand même. On l'aime quand même. La vérité d'un jour n'est pas forcément celle du lendemain. Dès le lendemain, on repart. Alors ok, on est un peu d'humeur bougonne, on se fait chambrer, mais on a la sensation d'être dans un club maintenant fort. Ouais. On n'est plus comme avant où on se disait oh là 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 là, là c'est parti pour la saison. Mais on était là quand même. Et on est encore là aujourd'hui. Mais on sait qu'on est fort maintenant. On sent que le club est fort et qu'il va s'en remettre. On est presque à un niveau, tu vois, comme le Real, le Bar. On sent qu'il y a une institution quand même. Il y a des vraies fondations qui sont... Mais pour, je pense, aller plus loin, il faut cet esprit... il faut arriver à vendre aux joueurs qui viennent chez nous ce côté familial, mais il faut que le club mette des choses en place pour qu'il soit plus fort ce lien, et c'est ce qui va les aider sur le terrain. C'est ce qui va les aider réellement. J'en suis convaincu, ça passera par là. Souvent les jeunes ils me disent, tu sais Anto, quand on est dans le vestiaire, on est un peu à part, c'est des clans sans être des clans, donc ça va parler portugais, espagnol, italien. Puis Ça nous, parle titi. nous on sent qu'on est à part. Nous on parle titi quoi. Ah, c'est un peu comme ça sûrement dans tous les vestiaires des Donc grands justement, clubs en tout faut cas. mettre des opérations, mais qui ne s'arrêtent pas qu'au simple fait marketing. C'est bien, hein. Des opérations, on vend des fringues, on voit les photos. Il va y avoir du Warren, il va y avoir les féminines, il va y avoir les pros. C'est plus de la mise en avant Mais voilà. de l'image. Mais je veux dire. il en faut, c'est très Bien bien. sûr. Mais il faut qu'il y ait quelque chose derrière l'image. C'est ça, donc des opérations avec les supporters, ou des tables rondes, même des opérations où tu mets des choses en place, des activités, et il ne faut pas avoir peur. Il y a des choses qui se font maintenant, et bien évidemment sécurisées, mais il faut que ça aille plus loin que ça, parce que c'est vrai qu'il y a un fossé, il ne faut pas se le cacher, et c'est celui-là pour lequel je lutte, où j'essaie d'influencer, faire des choses où on se rattache à l'histoire du club. D'ailleurs, je tiens mon coup de chapeau à certaines personnes comme Michel Collard. Bon, il n'aime pas trop, mais il doit bien aimer quand même qu'on l'associe en tant qu'historien du club. Il l'est. Si je suis tombé dans la marmite rouge et bleue, il est grandement pour beaucoup, je l'ai déjà dit, avec tous ses programmes au club. Et je l'aime beaucoup parce qu'il y a un amour pour le club, des fois un peu exacerbé, mais c'est un vrai amoureux. Par contre, je le déteste parce qu'il me coûte cher. Si je devais montrer la collection là-haut, là, hein, dans mon grenier, il m'a coûté cher ce bougre. Mais par contre, lui, Christian Gavel, le photographe officiel du club, on leur doit beaucoup parce que sans eux, on n'aurait pas les anciens qui viendraient au club, on n'aurait pas toutes ces opérations. Ils font partie de ceux qui gardent le lien aujourd'hui. Paoletta là qui s'est déplacé à La Réunion, avec Waro, je crois. Toutes ces petites choses voilà, ces rassemblements d'anciens, c'est hyper important. C'est hyper important parce que les anciens, c'est eux qui vont prêcher la bonne parole dans leur région, dans les clubs où ils se trouvent. Ah ouais, c'était super le PSG. Si tu leur permets de revenir, il n'y a pas très longtemps, j'ai permis par exemple à Gaël Hiroux de revenir, qui n'a pas joué énormément de matchs au PSG, mais il était avec sa femme en tribune présidentielle, il était heureux de pouvoir revenir. Donc j'ai permis moi aussi, tu vois, à mon niveau, je permets à d'anciens Titi de revenir. Qui sont moins connus que certaines stars invitées. Mais qui ont autant d'importance. Tout à fait. Donc il faut entretenir cela. Ça montre aux anciens que le club, il n'est pas d'hier, qu'il y a une vraie histoire, n'en déplaise à Zlatan. C'est hyper important de s'appuyer sur l'histoire du passé pour construire le futur. Je voudrais que tu me cites un président du Paris Saint-Germain qui pour toi a le plus marqué l'histoire du club. Je pense que si j'avais été né dans la génération juste avant, j'aurais dit Borelli sans contestation possible. C'est un monsieur que je n'ai connu que par toutes les interviews que je peux faire d'anciens Titi qui sont de la génération juste avant moi,
qui ont joué en pro. Je te parle des Bernard Alou, des Richard Dutruel, Vincent Fernandez, toutes ces générations de Pascal Nouma. Eux, ils vont souvent nommer Borelli parce qu'ils étaient tout petits. Donc, ils ont l'image d'un monsieur un peu paternaliste, quoi, paternel, quand tu vois grand-père, mais qui est là, ça sacoche à la main, qui embrasse la pelouse. Donc, moi, j'ai ces images-là, mais je les ai pas vécues. Par contre, si je fais le listing de tous ceux jusqu'à aujourd'hui, je vais en citer deux. Je vais dire d'abord Michel Denisot, côté un peu Castelroussin. Mais non, c'est surtout, pour moi, là où il a été très fort, c'est ce côté à la fois classe, ce côté un peu à la Beckham, gentleman, quoi, propre sur lui, qui s'exprime très bien, mais ce côté fin dans l'humour est proche de ses joueurs, très proche. Après, il n'a pas forcément eu une politique tournée autour de la jeunesse, mais par rapport à ce qu'il a fait au PSG dans les années 90, c'est quand même exceptionnel. C'est pas ce que lui demandait Canal+ à l'époque. C'est ça. Mais c'est un peu un effet miroir de ce qui se passe avec le Qatar. Hein. Si on lui avait laissé plus de temps par la suite, peut-être qu'il se serait ensuite tourné vers la jeunesse. Donc pour l'époque, franchement, c'était chapeau, chapeau. Et puis très présent, souvent présent. Au parc, tu le vois se lever sur les images, mes cassettes vidéo. Quand le fameux PSG Real, quand tu le vois, il se lève ou j'ai ça en tête. Et puis mais ce côté, et quand j'allais au camp des loges là, sur mes séances, toujours un petit mot sympa. Puis je le voyais arriver, je crois qu'il avait une Jaguar. Si, il avait une Jaguar, il arrivait tout doucement, élégant et disponible. C'est ça que j'aimais bien, disponible. Et le deuxième, le troisième du coup. Mais... ouais, le troisième, Borelli, bon, il compte pas parce que j'ai pas vécu. Mais je dirais Alain Kézac. Parce qu'Alain Kézac, d'ailleurs, je lui fais part de tout mon soutien parce qu'il est actuellement, il connaît des soucis de santé, mais il est toujours présent au Parc des Princes. Même avec ses soucis de santé, il est toujours présent au premier rang dans la corbeille. Et c'est un monsieur parce que lui, vraiment, il prenait vraiment. Déjà, il est arrivé sur une période où c'était très compliqué au Paris Saint-Germain. Mais ça a été le président qui a propulsé les jeunes. Tous les premiers contrats signés, il y est pour beaucoup. Ouais, oui, la famille PSG, du coup, il l'incarne. Ouais, et très proche de l'association, très proche du centre de formation. Donc forcément, il y a un lien plus proche le concernant. Et puis, je sais que c'est quelqu'un, je l'avais interviewé. C'est un monsieur. Pour moi, c'est un monsieur. Maintenant, il est arrivé sur une période où ça a été très compliqué. Mais de le voir encore aujourd'hui, avec l'écharpe autour du cou, je sais qu'il vient avec sa femme, je le vois, je l'aperçois quand je suis en bas, je fais les photos et ses difficultés à marcher. Mais il est là, quoi. Il est là. Tu vois, là, c'est tu me demandais tout à l'heure la définition du mot supporter, Alain Kézac. Alain Kézac, parfait. Si tu devais me citer un entraîneur ou un entraîneur des Titi, celui que tu préfères. Moins connu, les entraîneurs des Titi, du coup. Ouais, on va être original. Si on avait dit un entraîneur professionnel, je t'aurais dit Arthur Georges. Parce que faire ce qu'il a fait, c'était pas évident. Avec cet afflux de stars, c'est la première fois que ça arrivait au PSG. Même s'il y a eu du Daleb avant, du Suzic. Mais là, c'était vraiment un afflux de stars associés à des gros joueurs français. Et puis il ramène un titre de champion de France à une période où l'OM domine littéralement la tête et les épaules le football français. Donc Arthur Georges, j'ai bien aimé, derrière sa grosse moustache, son bob, Denis Rock à côté, qui est un titi, faut le savoir. Donc ça, forcément, lui, il a bercé. On associe souvent les personnes qu'on aime dans un club au moment où on est en âge de comprendre les choses. Mais sinon, ouais, si je dois en ressortir un, je vais dire David Bechkoura, qui arrive au club en 2005 par le biais de Laurent Fournier au centre de formation. Il prend l'équipe U18, la génération des 87 dont je t'ai parlé tout à l'heure, les Ngoy, Chantôme, etc., Moulumbu, et il est champion de France dès sa première année. Ah mais c'est un truc de malade. Tu débarques, il arrive de Passy-sur-Eure. C'est un gars qui avait toujours jamais joué en pro, qui avait toujours joué en N1, N2, des choses comme ça, dans l'heure, et qui débarque, coach, il prend l'équipe en main des U18, pas évident, un public parisien avec ses codes, de la région parisienne, de la banlieue, des gamins enfermés H24 au camp des loges, donc c'était pas évident. Et il est champion de France, et il reste 12 ans, je crois, David. Il est 4 fois champion de France avec 4 générations différentes, en 2010, en 2011, en 2013
17, je crois, je sais plus. Un truc comme ça, ouais. C'est ça. Donc, il y a quand même eu champion de France avec les Chantômes, il y a eu champion de France avec les Ouganda, les Rabiot. Il a été champion de France avec les Timothy Weah, je crois. Ou... Non, Finalement, c'est l'entraîneur du PSG qui a été le plus champion de France. Ouais, 4 fois avec que des générations différentes. Et puis très fort, et il a été jeté du club à un moment où, pareil, il a été tributaire du jeu des chaises musicales au-dessus. Et c'est dommage. Donc derrière, il se retrouve sans club. Finalement, il rebondit à Monaco. Ou à Monaco, bah, il fait partie. Il a formé plein de joueurs qui sont devenus très connus après. Et là, il était à Montpellier. Il a été à Brest, entraîneur adjoint de Darzakarian. Après, il était à Montpellier. Et malheureusement, il a été dans la charrette avec Darzakarian en début de saison. Si tu devais me citer un joueur, on dirait David Ginola, je pense. Mais Ouais. tu nous as pas dit ce qui est devenu la lettre que tu devais remettre à la Ah Roche. ouais, c'est vrai. Ouais. En fait, cette lettre. Oui, David, donc juste David, après on parle après. Donc cette lettre, oui, une fois la séance terminée, j'étais avec un pote, on va directement là où il habitait, puisque c'est Roche qui avait repris sa maison. Et là, le portail est ouvert. Et donc je sais que c'est là, je demande au voisin, c'était bien ici, David Girac? Ouais, ok. Le voisin s'en va. J'ai ma lettre, je fais qu'est-ce que je fais? Je rentre pas. Je trouvais pas la sonnette. Et puis là, je rentre, j'y vais à petits pas, mais c'est une allée, mais qui est longue, et tu vois pas la maison. Elle est plus loin sur un côté, ça fait un angle droit. Et donc j'y vais, et là, j'entends des chiens qui aboient, et tu te dis, mais ils me foncent dessus. Et là, oh, je les vois. Je ressors, je pique un sprint, je suis avec ma lettre, je manque de la faire tomber, j'entends les chiens qui me courent après. Là, le portail qui commence à se refermer, le portail électrique devant moi. Oh, je vais me faire bouffer par les chiens, c'est pas possible. C'est le premier jour que je viens, et au moment où il passe, j'ai le temps de sortir, et là j'entends les chiens derrière. Et là j'entends l'interphone, et c'est la nounou des enfants d'Alain Roche qui me parle. Mais vous êtes qui? Qu'est-ce qui se passe? Oh, je suis madame, excusez-moi. Je suis juste un tout petit supporter de rien du tout. Je n'ai juste donné une lettre pour David Ginola qui est pote à Alain. Elle dit entrez, tout. Donc je suis hyper surpris. Donc elle a rappelé les chiens, tout. Je lui remets la lettre avec deux gamins en jeune âge, d'Alain Roche, etc. Et puis et bah cette lettre, en fait, j'ai jamais su ce qu'elle était devenue. Tout ça pour ça. Ouais. Donc voilà. Non. Donc Est-ce que tu as revu David Ginola? David, ouais, bah, je l'ai encouragé. Il est en Angleterre. Par le biais des réseaux sociaux, j'ai fait connaissance de ses enfants qui ont grandi, Andrea, Carla, de ses enfants déclarés. Et après, grâce à notamment Michel Collard, ouais, je crois, qui bossait en relation avec France Bleu, il connaît mon amour pour David Ginola. Et sur la période où David doit faire une interview, c'était sur la première interview. Alors, j'avais déjà revu David sur des jubilés au Parc des Princes, mais de vraiment apprendre à le connaître, c'est parti du soir où il vient faire son interview à France Bleu dans le cadre de Danse avec les stars, sur la première génération de Danse avec les stars. Et là, il y a un truc qui se passe, parce qu'il sait que je suis en relation par le biais des réseaux sociaux avec Carla. Andrea, je lui sors des anecdotes que personne n'a pu lui dire. Mais c'est qui celui-là? Comment il sait ça? Comment il sait que j'ai soigné un oiseau quand j'étais au centre d'information à Toulon et qui s'appelait Piu Piu, et que j'étais avec Eric Dimeco. Tu vois, je lui sors des trucs que personne d'autre, même un fan de Ginola, est-ce qu'il saurait ça? Sauf un psychopathe de Ginola, mais c'est non. Donc là, je dis, il est pas normal, lui. Et là, il comprend que je discute souvent. Et c'est comme ça qu'après, on reste en lien et que j'ai pu partager des moments de vie avec lui en dehors. Je vais pas rentrer dans les détails, mais j'ai appelé ma fille Nola, notamment parce que Ginola, elle a pu le rencontrer chez France Bleu, un moment, un partage extraordinaire en compagnie de Pia. C'est gravé à vie. Je le remercie d'ailleurs, je remercie France Bleu. On en reparle souvent. J'ai pas pu appeler le deuxième Gino. Madame était pas pour. Mais ouais, peut-être. Doucement. Ouais, voilà. Mais non, il a incarné tout ce que je souhaitais d'un joueur au Paris Saint-Germain, parce qu'il faut savoir que c'est un méridional, programmé pour jouer à l'OM, ce mec-là. Et en fait, c'est au PSG que ça s'est passé, et il nous a vendu du rêve, et j'aurais tant aimé qu'il gagne une Coupe d'Europe. Et lui, Weah, ils sont partis juste avant qu'on la gagne en 95. bah ouais, un an après.
Donc ils ont fait le boulot pour. Ils sont allés en demi-finale de Ligue des Champions. Ouais, magnifique, magnifique. Mm. Mais les PSG Barça, où on touche je sais pas combien de poteaux au parc, on gagne 2-1. Les PSG Milan. C'est Ginola d'ailleurs qui fait des poteaux contre Milan, il me semble. Ouais. Mais après, il y a eu beaucoup de joueurs pour qui j'ai pris de l'affection, mais qui étaient plus les Titi. J'adore tous les joueurs brésiliens. J'ai été super pote avec Adailton, qu'on se voyait en dehors. Tu as créé des liens justement avec les Titi, des liens personnels, Ouais. Notamment avec Adrien Rabiot par exemple. Ouais. Tu lui as reparlé depuis qu'il est à Marseille? Non, des liens qui sont cassés, je le dis clairement. Je suis pas revenu vers lui. Je sais qu'il a donné une interview il y a pas longtemps où il disait il sait que ça a pu décevoir les gens. Il a parlé de ça, il a été interviewé sur les supporters où il disait que on lui a pas fait de cadeau. Mais par contre, il sait qu'il a déçu des personnes. Il sait qu'il a perdu. Voilà. Et là, je sais que je sais à qui il pense. D'accord. Mais je suis pas revenu parce que c'est encore là, parce qu'il va me falloir du temps pour digérer. J'attends de voir comment ça va se passer là-bas. Et en règle générale, du coup, avec les Titi, tu as créé des forts liens d'amitié. Ouais. Tu les vois, certains. Ouais, parce que je les ai vus grandir. Certains ont été adversaires, mes propres adversaires. Certains sont devenus ensuite même des coéquipiers. Certains sont devenus ensuite des cobayes par rapport à ma formation. Je les ai vus grandir, je les ai vus devenir papa, certains footballeurs pro, papa, les deux à la fois. Et puis certains, je travaille avec eux dans le business, je les accompagne dans leur propre vie professionnelle. On se revoit, et donc il y a plein de liens différents à certains niveaux, mais certains sont devenus de vrais amis, ouais, on peut le dire. Si tu devais me citer alors, un match dans l'histoire du PSG, puis pourquoi pas un match dans l'histoire des Titi aussi? Dans l'histoire du PSG, il y en a plusieurs. Il y a mon premier match au parc, forcément. Ça, c'est indélébile. Il y a PSG Real Madrid. Pour moi, c'est le match de l'histoire du PSG. C'est le match que je peux revoir en boucle. Avec un beau David Ginola. Ouais, El Magnifico. El Magnifico. El Magnifico. Il y a tout, il y a les rebondissements, tu fais un super match à l'aller, tu dois le gagner. Tu le perds 3-1 avec Alain Roche. Au match retour, tu gagnes, puis tu repères, t'es éliminé. Puis les arrêts de jeu à rallonge qui n'existaient pas à l'époque, qui maintenant sont monnaie commune, mais à l'époque ça n'existait pas de jouer 97, 100 minutes. Puis là tu sais pas pourquoi ce soir-là. Casque d'or, El Magnifico, tribune en feu, t'as le PSG Stoya Bucarest ou... Là, tu as des invités que tu as pu avoir qui disaient que les tribunes ont tremblé. Et c'est vrai, j'y étais, j'étais à Auteuil. Et c'est vrai, tu le sentais sous tes pieds, tu sentais qu'il se passait un truc, une atmosphère. Où tu savais qu'il pouvait rien se passer ce soir-là. Non, il y en a plein. Un match des Titi alors. T'as le PSG Marseille, ouais. Le premier PSG Marseille qu'on regagne au parc après avoir gagné, perdu plein de fois. Mais le vrai, hein, je te parle pas de celui quand on est en Coupe de France où on les bat 2-0, quand ils sont en D2, je sais plus quoi là. Je te parle le Batman, là, tu vois, avec Marco Simone là. 99. Qui vient devant la tribune des Marseillais, qui montre, qui enlève son maillot, qui montre le Batman. C'est un match parmi d'autres, mais celui-là, il est là. Après, il y en a plein. Il y a. Mais j'en ai vu tellement, des centaines que. Alors, parle-nous d'un match des Titi que justement personne n'a forcément vu. Enfin, pas grand monde. Là, c'est pareil. Peut-être faut savoir que je vois au minimum un match des Titi chaque week-end, si ce n'est 2. Ouais. Et ça depuis la fin des années 90. Ça en fait quelques-uns. Et ça, il faut les ajouter à côté des matchs des Parcs du Prince. Ouais. Et j'ai croisé Clément Chantôme il y a quelques jours, mais il me dit mais c'est pas possible. Hier, je t'ai vu, t'étais au parc, là, t'es encore là. Il me dit, mais t'as tous les matchs, quoi. Et lui, il le sait, puisque j'ai vu Mino. Il avait quoi, Mino? Oh là là, je l'ai vu Titi. Oh là là. Il avait il n'y aura pas de coupure, je te prie. Il avait 12-13 ans. Donc il sait, lui. Il sait. Ressortir un match, c'est quasi impossible. J'en ai deux. Plus récemment. On va dire plus récemment, mais c'est des choses que j'ai déjà vécues avant. Mais c'est le PSG Marseille. Je vais en ressortir pour qu'ils parlent aux supporters qui sont plus récents. Le PSG Marseille 2023 playoff U19 à Orléans. Où il y avait d'ailleurs beaucoup de supporters. On perdait 1-0, les supporters sont venus
Et on perdait 1-0 et dans les arrêts de jeu, on met 2 buts. Ilyes Ousni, une communion de malades, des chants à la fin. Je suis aux premières loges, je suis sur la pelouse, je filme, je suis avec eux, je saute, je pleure, j'en oublie même la moitié de filmer, de faire des photos parce que je vis le truc intensément. Et quelques semaines après, on se déplace dans la Creuse, à Brive ou je sais plus où. Je fais 5-6 heures de route. Et puis on perd là-bas, mais sur le premier but que marque Noah Lemina, tu sais, ils ont souvent l'habitude de fêter, d'aller faire des signes devant les. C'est la génération, c'est parti des Simmons, tout ça, hein, tu sais, faire les signes. Et Noah Lemina, il fait un truc, il vient me sauter dans les bras, quoi. Et tout ça, c'est filmé, tout le monde. Et je suis un peu mal à l'aise au début, mais je me dis, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse Et en fait, je lâche mon appareil, tout, je fête le but avec eux sur le premier but qu'on m'a contre Nantes. Tu fais partie de l'équipe. Ouais. Et là, tu sens que je suis perçu comme un grand frère. Je ne demande pas à l'être, mais ils ont ce besoin d'avoir certains piliers qui sont tout autres que les cadres qui peuvent parfois être perçus à l'échelle de répression. Ils ont besoin d'avoir certaines personnes qui leur disent c'est pas grave, t'inquiète, je suis là. Tu vois, c'est. Te prends pas la tête sur un truc qui en vaut pas la peine et tu vas avancer, je serai là, moi. T'inquiète pour t'encourager, ça va aller. J'en ai vu d'autres. Ils ont été dans ta situation, sache que ça va aller, t'inquiète pas. Et forcément, ils ont des professeurs, des coachs qui sont après eux toute l'année, donc c'est pas évident. Ils voient très peu de fois leurs parents. C'est une marque de reconnaissance Donc le finalement fait pour ton d'avoir travail. des petits piliers comme je peux l'être, puis qui influencent, ils sont en toute confiance avec moi parce qu'ils s'aperçoivent que je prêche la bonne parole. Donc ils se disent celui-là, il peut pas nous le mettre à l'envers. Donc, On a battu les records du podcast, mais ouais. si tu avais un mot de la fin à adresser à quelqu'un. Un mot de la fin. Je vais avoir une pensée déjà pour les Titi qui nous ont quittés. Je pense à Jordan Diakez. J'étais à son enterrement. Titi de la promo 95, je crois. Ouais, c'est ça. Et qui, ce jour-là, tous ses potes étaient là. Donc j'ai vu ce que c'était réellement la fibre Titi. Ses anciens coachs étaient là. Il n'y avait pas les représentants du club. Tu vois. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est sur des événements comme ça où le club se doit d'être là. Et ça résume tout ce que je viens de dire en fait. Tu dois être là dans les bons comme dans les mauvais moments. Pas que pour les pros. Il faut être là pour les féminines. Elles ont toute leur place au club. Il faut être là pour les amateurs du club. Il faut être là pour les handicapés, sections handicapées, pour la fondation, pour les jeunes. Tout le monde a autant d'importance à son niveau, que ce soit les jardiniers. Chaque week-end, quand je vais au match, je vais toujours serrer la main des jardiniers. Voilà. Parce qu'on est accueillis dans de très bonnes conditions, on voit des très beaux matchs de football, c'est parce qu'il y a des belles pelouses. Je vais serrer la main de toutes les personnes de la sécurité. Tous ces gens qui sont dans l'ombre, mais qui font que les jeunes ou ces stars sont dans de bonnes conditions. Il faut être respectueux de toutes les personnes. Ensuite, les jeunes, ils ont leur place au club parce qu'on ne sait pas de quoi demain est fait. Je ne souhaite pas de mal au Paris Saint-Germain. Je pense que ça devrait aller. Impossible de dire dans quel état il sera demain. Je pense que les fondations sont solides. Mais pour qu'il aille encore mieux, il faut faire en sorte de l'encourager. Et ça passe aussi par l'intégration régulière de jeunes parce que on ne sait pas si demain les stars, pour X raisons, les grands joueurs doivent partir ou on a plus de difficultés à les attirer. On sera bien content d'avoir des jeunes de grande qualité et qui seront là et qui auront de faire service. Donc c'est ce que je dis. Ensuite, voilà, faut pas avoir peur de les intégrer, prendre courage à deux mains, prendre des risques. Ensuite, un mot. Donc je parlais de Jordan Diakez tout à l'heure, mais j'ai une pensée aussi émue pour des personnes comme Bernard Guignedou, premier buteur de l'histoire du club, qui a été un entraîneur émérite au sein du centre de formation, qui a permis l'éclosion de nombreux jeunes. Là aussi, j'étais à son enterrement. Luis Fernandez était là, beaucoup d'anciens coéquipiers. Pareil, il n'y a pas de représentant du club à ce moment-là. Une pensée pour Abdel Barada. Bref, tous ceux qui nous ont quittés, mais aussi tous ceux qui nous ont quittés, qui sont encore de ce monde, mais qui ont vécu de grands moments ou qui ont donné de belles émotions au Paris Saint-Germain en ayant porté le maillot chez les jeunes ou qui ont fait quelques matchs chez les professionnels, mais qu'il faut vraiment qu'ils se sentent Titi. Et quand je suis amené à faire des interviews pour le club, j'ai pas un jeune qui est aigri en fait envers le club.
Ils vont parfois l'être sur l'année qui a suivi, ou les 2 ans, parce que c'est pas évident à accepter le fait de ne pas être pro dans le club où on a été formé pendant 7, 8, 9, 10 ans. Il y a un deuil à faire. Mais une fois que c'est fait, je ne connais pas un seul qui dise du mal du club. Donc ça prouve bien qu'on est, je vais dire pour une fois, on est une grande famille. Il y a des petits frères, il y a des grands frères, il y a des papas, il y a des mamans. Chacun a son rôle dans cette famille et tant qu'on l'aime, faut l'encourager devant la difficulté. Et même quand ça va bien, il faut rester serein, il faut rester humble. Humble quand ça se passe bien, il faut rester serein quand c'est plus difficile. Et puis je suis persuadé qu'on sera. De toute façon, il y a une chose qui est vraie, hein, on se rapproche toujours un peu plus de la victoire en Ligue des Champions à chaque jour qui passe. Hein. Quand, je sais pas. Un jour. Mais ça, c'est une vérité en tout cas. Et l'avenir appartient à la jeunesse. Voilà, c'est ce que je dis. Ça fait partie des phrases cultes, des expressions cultes de l'association. On en a plusieurs. Il y a PSG, CFA, c'est plus fort que toi. Il y a l'avenir leur appartient. Et puis surtout, Titi un jour, Titi pour toujours. Voilà, ça, c'est mon mot de la fin. Merci Anthony Vivien. De rien, c'est moi. Vous venez d'écouter Je suis supporter du Paris Saint-Germain, le podcast. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour partir à la rencontre d'un nouveau supporter.